philosophique, culturel, économique que défendait l'UPC et qui faisait tant peur à la France. Je reviens, si je vous le caser, quel est le projet de société que proposait l'UPC au Cameroun? Notamment quand on rentre encore et qu'on essaie d'écouter les discours de Oum à la tribune de l'Assemblée nationale. Alors, d'abord, il ne faut pas oublier le contexte international qui existe à cette époque. La France vient d'être vaincue militairement en Indochine. Bon, Ho Chi Minh accepte le compromis que lui conseillent même ses amis, la Chine, etc. À savoir que le Vietnam est divisé en deux. Le Nord-Vietnam, qui est indépendant et tout, et le Sud-Vietnam, avec promesse de la réunification. On avait promis à la conférence de Genève. Bon, c'est 54, mai 54. En novembre 54, les Algériens prennent les armes. Or, l'armée française, vaincue en Indochine, s'est donné un mot d'ordre, plus jamais ça. On ne veut plus qu'on parle d'une armée française vaincue. Et vaincue par qui en plus? Par des petits Shintok, de rien du tout, qu'on prenait pour des moins que rien. Et maintenant, les Félégas veulent nous en faire voir de toutes les couleurs. Même les nègres du Cameroun, c'est pas possible. C'est ça l'état d'esprit. Il y a d'ailleurs des livres publiés récemment là-dessus par des auteurs français qui disent très bien l'état d'esprit de l'armée française, c'est que pour rien au monde, on ne peut accepter que ce soit comme ça. Bon. Alors, l'UPC veut quoi? L'indépendance du Cameroun. C'est déjà de la subversion dans l'Afrique occidentale, l'Afrique équatoriale. L'UPC veut la réunification du Cameroun, puisque la Société des Nations a donné une partie à la Grande-Bretagne et une partie à la France, sous tutelle. Et l'UPC, il y a un article qui est vague à dessein, c'est élévation du standard de vie des populations, et l'unité des populations, élévation du standard de vie. Donc c'est ça le projet de société de l'UPC hein. Non, c'est pas vraiment un projet de société, mais cette idée marque quand même une direction, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, aujourd'hui on dirait développement du pays, etc., et égalité sociale, etc. Alors au fur et à mesure que la lutte avance, d'abord entre parenthèses, cette formulation qui est très générale, elle correspond aussi à l'état où est la lutte dans le pays et les objectifs de la lutte. C'est-à-dire que les objectifs de la lutte, ce n'est pas seulement mettre sur place un pouvoir ouvrier et paysan, point final, c'est rassembler toutes les couches sociales qui ont intérêt à ce que le colonialisme soit bouté hors du pays. Donc si tu te mets à dire des choses trop, je ne sais pas comment dire, partisanes, tu ne risques pas de rassembler les gens. Parce que le nom Union des populations du Cameroun même n'a pas été choisi au hasard. Et il faut savoir qu'on a contacté les gens. Il y a eu toute l'année 47 a été passé à prendre des contacts avec les gens. Fouda André à Yaoundé a dit je ne suis pas moi là-bas. Ce populaire a dit je ne suis pas moi là-bas, etc. Il fallait rassembler des gens, beaucoup. Bon, mais comme on venait des syndicats, on pouvait trouver des syndicalistes, mais pas tous non plus. Parce que quelqu'un comme Assad avait été dans les syndicats, mais il n'a pas été vraiment partie prenante de ce projet. Le projet de société va de plus en plus se préciser au fur et à mesure après 1960. Après 1960, il y a des documents qui attestent que, par exemple, on commençait à parler de révolution de démocratie nouvelle. Alors c'est quoi la démocratie nouvelle? C'est par exemple la terre, à ceux qui cultivent la terre, etc., des trucs comme ça qui étaient déjà beaucoup plus précis, n'est-ce pas? Donc si tu parles de projet de société, on essaye de le mettre à jour au fur et à mesure. Mais au départ, c'est les 3 points là. Oui. Mais ils étaient suffisants pour faire peur aux Français. Et surtout, les Français disaient, en réalité, derrière l'UPC se cachent des communistes. Alors, d'accord, j'aimerais donc sur, après sa question,
concrètement, l'idéologie UPCiste, c'est laquelle? Y en a-t-il C'est le nationalisme révolutionnaire. Nationaliste et révolutionnaire. révolutionnaire? Ça veut dire que Ouais. l'UPC est nationaliste, mais n'est pas nationaliste comme Sokozo. Oui, enfin, je suppose que c'est pas du nationalisme comme aussi ici en France où on a le Front National. C'est pour ça que je demande de Oui, non, ça n'a rien à voir. Parce que très souvent, il y a une confusion quand on dit les UPCistes étaient nationalistes. Les gens pensent que c'est du Front National raciste. Enfin, je pense que c'est pas ça. rien à voir. Racisme et de repli sur Effectivement. Ça n'a rien à voir. Tout à fait. Alors, C'est pour ça que... oui, il faut bien distinguer. Laissez nos amis français Voilà. se combattre le nationalisme ou le patriotisme, etc. Mais quand les nazis étaient là, c'est pas ce qu'ils disaient. Hein. Les patriotes, quand les nazis occupaient la France, les patriotes, c'est des gens qui combattaient les nazis. Bon, donc nous n'avons pas du tout, je dirais, de complexe à avoir à nous dire patriotes ou nationalistes. Pas du tout. Bon, alors, le nationalisme, donc c'était, d'ailleurs, Oum a élaboré tout ceci au terme d'un processus assez long. Parce qu'avant, il faut rassembler tout le monde. Et au fil des trahisons, il a compris que tout le monde ne pouvait pas être rassemblé. C'est pas vrai. Par exemple, en 1956, l'UPC est déjà interdite et les Français veulent faire des élections au Cameroun. Alors, l'UPC réussit à rassembler à la fois la JDC, la jeunesse, l'Union des femmes, les syndicats et des forces politiques en dehors de tout ce mouvement UPCiste, comme les Sopo Priso, les Belle Gaston, les Assa de Charles, qui étaient dans ce qu'on appelait le mouvement d'action nationale. Ils sont tous d'accord. Ils tiennent un congrès à Bombari, dans le Mongo, et le congrès décide que il ne faut aller aux élections que si l'UPC est rétabli dans la légalité. Bon. Alors ça fait peur aux colonialistes qui traficotent leurs gens, parce que c'est Sopo qui était secrétaire général de l'unité nationale, le mouvement du Nord national, voilà. Et il travaille au corps, et 3 semaines après, il réunit un nouveau congrès à Abam. Pourquoi un congrès 3 semaines après? Et à ce nouveau congrès, donc, l'UPC n'est pas invité, elle n'est pas présente, ni la JDC, ni l'UDFEC, et il décide que on va quand même aller aux élections. Il faut absolument aller aux élections. Et c'est là que Oumniové se fâche. Il écrit une lettre vraiment verte à Sopo en disant, voilà, ce que vous venez de faire là, c'est de la trahison, et le peuple saura exactement comment se comporte. Vous jugez. C'est publié dans Bembe là, écrit sous marqué. D'accord. Voilà. Donc, l'idéologie de l'UPC, c'est qu'il faut un nationalisme maintenant, non pas de tout le monde. Il disait d'ailleurs, tout nationalisme au Cameroun qui ne s'appuie pas sur l'UPC, c'est un nationalisme de la bouche, avec la bouche. C'est du bavardage. Parce que la situation au Cameroun et dans les colonies comme le Cameroun en général, c'est que la grande masse des gens en ont assez du colonialisme. Elles souhaitent que soit mis fin au régime colonial. Mais tout le monde n'est pas conséquent dans la lutte contre le colonialisme. Les gens qui sont conséquents, qui en souffrent le plus, c'est-à-dire les ouvriers, les paysans, les petits commerçants, les petits ceci, cela, c'est eux qui doivent diriger ce vaste rassemblement. Il ne faut pas laisser ça aux mains de n'importe qui. Il écrit officiellement là. Il dit le Front uni ne peut être efficace que s'il est aux mains des ouvriers, des paysans et des intellectuels révolutionnaires. Donc il ne s'agit pas forcément dans ce nationalisme révolutionnaire de la haine de l'étranger. C'est juste la défense des intérêts des citoyens camerounais. D'abord. La nation, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la haine de l'étranger. C'était important pour... Et rien à voir avec la violence, même comme justement même la violence. Il parle de... le professeur Bébé parle de... il dit que le Cameroun ne peut changer que s'il y a une révolution. Non, actuellement c'est une analyse actuelle. Ne peut changer que s'il y a une révolution. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que justement, quand cet intellectuel à qui semble reprendre votre flambeau, on va dire, affirme que pour que le Cameroun change, il faut qu'il y ait une révolution. Qu'en pensez-vous? Non, bon, a priori, je ne sais pas si Achille veut reprendre notre flambeau. Hein. Le flambeau il prétend vouloir le reprendre. Bon, je ne veux pas juger ça parce qu'il n'est pas là. Je pense que, de toute façon, les conditions sociales objectives
mûrissent de plus en plus pour la violence au Cameroun. Alors comment cette violence arrivera, je ne sais pas. Pour le moment, ça ne fait pas partie de la stratégie de l'UPC. D'ailleurs, je ne parle pas au nom de l'UPC ici. Bon, ça ne fait pas partie de sa stratégie, la lutte armée. C'est pas ça. Mais quand on observe attentivement la société et comment elle évolue, ce sera très difficile d'éviter des actions violentes. J'ai l'impression, si on ne fait pas attention. Et c'est pour ça que les forces armées sont en train d'être renforcées sans arrêt. Sans arrêt. On recrute 4 000, 5 000, 10 000, etc. etc. Ce n'est pas pour rien, ça. C'est contre qui? Quel est l'agresseur extérieur qu'on veut combattre? Il n'existe pas. Alors... Flaubert Ngania et Mathieu Diacet. Oui. Je ne sais pas si ça vous parle. Bien sûr. D'accord. Alors, ils ont été, il y a quelques jours, reçus sur une chaîne de télévision camerounaise. Est-ce que leur récit sur l'UPC, les luttes UPCistes, peut vous paraître crédible? Absolument. D'accord. Diacet revoyait les photos de 70 lors des procès faits, les pseudo-procès faits à Wandji et ses camarades. Diacet est celui qui est attaché comme ça vers Wandji. Si vous revoyez ces photos-là, il est très jeune évidemment à l'époque, mais celui qui est attaché, parce que c'était le secrétaire particulier de Wandji, Soumaki. Et ils ont été, comment dit-on, ils sont tombés ensemble dans les mains de l'adversaire. Je ne voudrais pas dire ennemi. Il a eu la vie sauve lui alors. Il a eu la vie sauve, oui. Peut-être à cause de sa jeunesse à l'époque, mais il a purgé toute sa peine de prison. Alors, des auteurs comme le fils de Kamé, ça vous dit quelque chose, le fils de Kamé? J'ai entendu parler du livre qu'il a écrit. Voilà. Il soutient que l'UPC n'avait pas d'idéologie, que les maquisards étaient des bandits de grand chemin, des terroristes sans foi ni loi, qui ne savaient même pas pourquoi ils se battaient. Quand ils passent pour... C'était l'idéologue de l'UNC. D'accord. Quand ils passent pour bandits, maquisards, et des gens qui ne savent pas pourquoi ils se battent, qu'est-ce que cela vous inspire? Il avait précisé d'ailleurs terroriste sans foi ni loi. Oui. C'est assez violent. C'est un peu ce que M. Semeng aussi, général d'armée au Cameroun, disait quand on le comparait un peu dans une vidéo avec Wandji Moumi. Oui, bon. Alors, s'agissant de Kamé Samuel, il est considéré comme l'idéologue de l'UNC. C'est celui qui élaborait les théories qu'il devait appliquer. Entre autres, des théories carrément nazies. Il disait il ne faut jamais reconnaître ses erreurs, etc. etc. Si, ça fait partie de ses écrits, ça. Donc, je pourrais comprendre que son fils veut absolument laver sa mémoire, n'est-ce pas? Vraiment, je ne sais pas s'il faut en dire plus, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi dans la région de Mungo, où l'UPC était très fortement implanté, et je sais que les forces gouvernementales parfois tuaient les gens et ils mettaient sur le compte des maquisards. C'était courant, c'est quelque chose de courant dans le Mungo. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça ait eu lieu aussi en pays bamileke. Ça ne m'étonnerait pas. Hein? D'accord. Donc le fils à Kamé, bon, il n'est pas le seul d'ailleurs. Il y a d'autres aussi qui ont essayé cette opération, c'est-à-dire laver la mémoire de leur père, etc. etc. Un des fils de Fouchibé. Un des fils de Fouchibé l'a fait. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'UPC aujourd'hui s'est définitivement détourné pour toujours de l'ambition de ses fondateurs, de ses pères fondateurs, qui était celle de prendre le pouvoir? Parce que là... Absolument pas. Elle veut toujours prendre le pouvoir. La vision de ses fondateurs, c'était pas prendre le pouvoir, ils ne se battaient pas pour le pouvoir, ils se battaient pour le bien du peuple, pour la liberté du pays, l'indépendance et la réunification. Donc ce n'est pas prendre le pouvoir. Est-ce que sérieusement on peut se battre pour le bien du peuple quand on n'a pas les manettes du pouvoir en main? Non, je veux dire que prendre le pouvoir, ça vient comme conséquence de ces choses-là. Mais il ne faut pas dire que l'objectif c'était le pouvoir. N'est-ce pas? Il y a une différence entre les deux. Dire que ton objectif c'est le pouvoir est un moyen pour le pouvoir. Oumyobé aurait été le premier président de la République. Puisque Mesmer lui-même a avoué qu'il était au commissariat à l'époque, le gouverneur des colonies. Il a avoué que quand il a envoyé l'évêque Mongo
rencontré Oumyobé, c'était en quelque chose pour lui dire, va raisonner ton frère, Tout à fait. dis-lui que nous sommes prêts à en faire le premier président, Tout à fait. s'il Dans accepte votre de travailler avec nous. Oui. Voilà. Et la même chose s'est répétée avec, si Wandje avait été, comment dirais-je, avait marché dans les combines d'Aïdjo, il serait peut-être quelqu'un d'autre. Puisque c'est Aïdjo qui a envoyé de la même manière l'évêque Ndomo, va raisonner ton frère, dis-lui que vraiment, exactement pareil. Donc si c'est le pouvoir que ces gens voulaient, ça ne se serait pas passé comme ça s'est passé. Pas du tout. Avec du recul aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils voulaient le pouvoir, mais pour servir le peuple. Pour servir le peuple. On peut vouloir le pouvoir parce qu'on est absolument dans sa tête, on fait une espèce de maladie du pouvoir. C'est pas ça. Moi, j'ai encore une dernière question sur l'UPC. Oui. Avec du recul aujourd'hui, l'UPC est quand même en mal. Oui. Quelles sont clairement les stratégies pensées au sein de l'UPC dit des fidèles pour refaire ce grand parti, le parti de rassemblement de tous les Camerounais? Alors, le parti des... Est-ce qu'il y a espoir? Le parti des... Oui, moi personnellement j'ai espoir. Le parti de rassemblement de tous les Camerounais ne peut se constituer que si les Camerounais qui sont en dehors et en dedans se donnent la main. Ça ne peut se... Non, mais ceux qui sont en dehors ne peuvent pas agir en spectateurs applaudissant les autres en disant c'est à vous de faire que l'UPC... Non, c'est pas ça. Si d'ailleurs nous avons affaire à beaucoup de zozos, n'est-ce pas, d'énergumènes qui se programment UPC sans lettres, etc., qui n'ont pas choisi l'UPC au moment où il fallait le faire, etc., il est évident qu'en dehors de l'UPC, il y a plus d'UPC potentiel qu'en dedans. La nébuleuse UPC, c'est-à-dire ce que vous appelez l'UPC formaté, bon, mettons tout le monde un peu, j'appelle ça la nébuleuse. Il y a dedans moins d'UPC sérieux, au moins en proportion, mais même en absolu, que dehors. Qu'est-ce qui manque pour que ça prenne, comme un S prenne? Il faut trouver un moyen de convaincre ces UPC potentiels qui sont dehors qu'ils ont quelque chose à faire, ils ont à participer à l'œuvre de reconstruction d'une UPC puissante que nous souhaitons tous. Comment pensez-vous qu'un jour on arrivera à reconstruire ce moyen-là? Comment pensez-vous qu'on arrive à reconstruire ce moyen-là? Oh, maintenant, je ne peux pas... C'est les hommes qui manquent? C'est le programme de l'UPC qui manque? Non, il y a un programme. Il y a un programme. En 2008, on a adopté un programme. S'il y a un programme, hein. Si, C'est il y pour a un les auditeurs, programme. c'est pour les auditeurs. C'est pour les auditeurs, ma question. Oui. Moi, je suis constamment en train de recevoir les mails de l'UPC, donc je suis pour les auditeurs. Oui. Il faut leur expliquer quand même. Parce que moi, je veux que les auditeurs comprennent. Adopté depuis combien? 6 ans maintenant? 2008, c'est 6 ans. Oui. Bon. Il manque peut-être un homme alors pour porter ce programme et rassurer les Camerounais à adhérer à ce grand parti de rassemblement d'antan. Est-ce que vous pouvez nous préciser en quelques points les éléments, Les grandes lignes du les programme. grandes lignes de ce programme, justement? Ouh là là. Alors, vraiment, je crois qu'il faut demander à nos camarades de France de faire ce travail-là, parce que Oui. là, ça va... On mettra la vidéo. Alors, la seule chose que je puisse dire, c'est que ce programme indique d'abord, dans une espèce de préliminaire, que l'UPC, qu'on appelle les fidèles, continue l'œuvre de l'UPC, du 48. Bon. Deuxièmement, elle signale qu'il y a 13 défis majeurs qu'il faut relever. Et cite ces défis. L'économie, en ceci, en tel point de la société. Tous les problèmes, tous les aspects de la vie sociale. Et puis après, elle fait des propositions de l'UPC dans, par exemple, pour prendre un cas très simple, l'école, ça sera plus comme elle est là. Nous ne voulons pas des classes à 60 élèves. Bon, donc il faut investir dans l'école, construire des classes, former des maîtres, etc., des classes 35 élèves maximum. Par exemple, pour la santé, il faut qu'il y ait des hôpitaux un peu partout, des centres médicaux un peu partout. Par exemple, pour le sport, il faut que nous ayons des stades et qu'on ne reste pas depuis 1972 sans organiser une CAN. Alors même qu'on a été longtemps le porte-flambeau du football africain. Et puis, le sport, ça ne se réduit pas au football. Hein, il y a l'athlétisme, il y a le basket, il y a le volley, il y a tout un tas de choses. Le RDPC propose également tout ça. Qu'est-ce qui fait la différence? Non, il ne propose pas ça. Ils sont en train de nous proposer la prochaine Coupe d'Afrique Nation au Cameroun. Oui, ça signifie quand même que depuis 1972,
jusqu'en 2019. Plus de 30 ans. 2019. Calculez combien ça fait. Près de 40 ans, ça. 50 ans. Plus de 50 ans. C'est un problème. D'accord. On va aborder la dernière partie de cette grande interview avec vous. Alors, j'ai une question qui vient du Cameroun, de M. Georges Mbouya. Il aimerait savoir ce que devient votre FOGEL. Et il dit que, visiblement, toutes vos initiatives en tant qu'enseignant de mathématiques semblent toujours se rapporter à votre personne. Qu'en est-il clairement et où en sont les derniers lauréats de ce concours que vous organisez dans le cadre du FOGEL? Non, là, je suis vraiment très surpris parce que Mbouya est de ceux qui devraient savoir exactement ce que c'est. Et là, s'il appelle un concours, le FOGEL, ce n'est pas un concours. FOGEL, c'est Forum de géométrie élémentaire. Non, il dit que vous organisez généralement des concours dans ce FOGEL et les lauréats, qu'est-ce qu'ils deviennent? Non, il n'y a pas de concours dans le FOGEL. Le FOGEL, c'est un forum de géométrie. D'accord, c'est peut-être moi qui ai galvaudé son propos. C'est possible, parce que justement, la dernière, ce forum se réunit une fois par an. Généralement au mois de février, parce qu'on prend un jour de la semaine de la jeunesse. Okay. Le dernier a eu lieu le 5 février là. Le 5 février. Ah, excusez-moi, juste. Que sont devenus les lauréats des concours Jeunes Sciences plutôt? Ah, voilà. Excusez-moi, c'est moi qui galvaudé. Voilà. Alors, vraiment, c'est pas à moi qui dois demander ça. Parce que le concours Jeunes Sciences est organisé par une fondation qui est la fondation Pierre Cougnou. Pierre Cougnou, c'est un prêtre qui a enseigné au collège de Berman. Et il a marqué beaucoup de ses élèves qui ont voulu honorer sa mémoire et ont créé la fondation Pierre Cougnou. Alors là-dessus, un certain nombre de gens dont ils savent qu'ils sont attachés à la recherche ont été sollicités. C'est dans ce cadre que moi j'ai été sollicité, comme Yves Papa et d'autres. Voilà. Alors, ils organisent un concours Jeunes Sciences doté de prix intéressants pour les meilleurs élèves des classes terminales scientifiques. Alors, le dernier concours a eu lieu l'année dernière, là, en 2013. Les lauréats, bon, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, là, actuellement. Mais eux, ils étaient au bureau du concours, puisque moi, je suis depuis à Bafoussam. Et Mbouya était de ceux qui ont proposé même des sujets, dont lui, il doit le savoir. Alors, s'il veut une réponse à cette question, il voit le président de la fondation, c'est le docteur Toto Mouko. Il le voit et il demande. D'accord. Alors, encore une dernière question, je ne sais pas si les autres ont des questions, hein, parce que, alors, il pose une question pour le moment à laquelle vous avez répondu, mais je vais la répéter. Est-ce que vous pensez, aujourd'hui, franchement, il va y avoir votre propre conviction sur la question, hein. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le flambeau de l'UPC a été bien transmis à la génération future? Bien transmis, je ne sais pas ce que vous mettez dans bien. Notamment, est-ce que vous pensez que l'UPC, après tous les grands, on va dire, combattants pour une vraie indépendance de notre pays, ont vraiment retransmis le flambeau de bataille? Vous savez, à la jeune génération? Oui, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que quand le camarade Wandji a été assassiné, moi j'étais ici, j'étais président de l'UNEC. Bon. Et quand on a décidé de ne pas lâcher, de relancer le travail pour que l'UPC, en tant que force politique, ne puisse pas disparaître, puisque à l'époque, on disait c'est le coup fatal. Mais ils avaient déjà parlé de coup mortel quand Ouma a été tué. Après, Moumié, c'était le coup fatal. Après, Wandé, c'était le dernier coup fatal. Bon, mais ça n'a pas marché comme ça. Donc, nous étions quelques-uns à dire, on ne laisse pas. À cette époque, ça ne se posait même pas comme question à nous, est-ce que l'UPC va se retrouver au Cameroun? Alors ça nous a pris à peu près 20 ans, 71, 91, et je me souviens du jour où Michel Ndor est rentré. C'était vers la fin de juillet. Moi j'étais rentré le 20 juillet, avec elle, Augustin. Parce que Augustin, elle n'a pas l'air comme ça, mais
Le voyage aussi ici. Hein. Elle est dans l'organisation depuis 1975, au moins, c'est dans 1974. Bon. Alors, quand on est allé accueillir le camarade Michel Do, qui voyageait avec Makit et je ne sais plus qui d'autre, moi, personnellement, quand je l'ai salué et qu'on s'est embrassé, je lui ai dit, nous avons réussi. Nous avons réussi à ramener le parti, c'est-à-dire toute sa direction et tout sur place. Pour nous, c'était une transmission de flambeau. Parce que si vous regardez attentivement, un certain nombre de gens là, comme Pius a terminé qui vient de mourir malheureusement. C'est bon. Ça c'est la génération qui vient après la nôtre. Abada il était né en 53. Donc c'était pas du tout notre classe d'âge. Hein? Avec des gens comme Maketo, Minjanjole, etc. Minjaïle. Bon. Donc, moi je pense qu'en un certain sens, ce flambeau a été transmis. En tout cas, le flambeau a été maintenu au lever et il a été transmis. D'accord. Il a été transmis. Maintenant, est-ce qu'il a été transmis de la meilleure manière possible? Ça, on peut en discuter. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure avant de vous passer la parole. Je crois, moi personnellement, je crois que il y a en dehors de l'UPC, même de toute la nébuleuse, plus d'UPCistes potentiels que candidats. Et le problème qui crée un blocage actuel, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas une jonction entre tous ces UPCistes potentiels-là et les objectifs de l'UPC tels que l'UPC dite fidèle essaye de les maintenir. C'est ça, il faut trouver une jonction. Parce que sinon, on s'enferme dans un faux problème appelé le problème de l'unité de l'UPC. Or, le problème de l'unité de l'UPC ne peut pas se poser dans les termes que vous dites, ou que les gens dehors là le disent. Parce que les gens dehors là le disent quoi? Ils disent que les UPCistes véritables doivent s'entendre avec des gens que le pouvoir a montés. C'est ça le problème. Or, les UPCistes véritables doivent plutôt aller vers les UPCistes potentiels, réels, qui existent. Il y a des dizaines de milliers. Imaginez que si l'UPC en 54 comptait 30 000 membres sur 3 millions, 1%, alors 1% aujourd'hui sur 22 millions, ce serait 220 000. N'est-ce pas? Même en comptant les UPCistes professionnels, les révolutionnaires professionnels, on pourrait penser à 70 000, 80 000. Ces gens sont où? Ben, ils sont parmi la jeunesse, etc., etc. Il faut aller vers eux. Et le pouvoir sait très bien que si il lâche la bride, même une minute, à l'UPC, ces gens-là vont venir. C'est ça. Et nous sommes victimes de l'idéologie selon laquelle, en fait, il faut aller aux élections, il faut absolument aller aux élections. Bien sûr, il faut aller aux élections, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Mais si les élections sont visiblement bouchées, le chemin des élections est bouché, bon, il faut peut-être réfléchir plus sérieusement. Comment faire pour que ce chemin se débouche? Est-ce qu'il y a des tentatives d'unité depuis que vous êtes rentré en 91? Bien sûr, il n'y a que ça. À mon avis, on n'a fait que ça. Enfin, on a fait que ça. J'exagère un peu. On a beaucoup fait. Qu'est-ce qui a fait problème? Avant, ce qui a fait problème, c'est précisément le problème de fond. C'est que nous, on est des militants, n'est-ce pas, qui veulent que le pays soit libre et que le peuple soit heureux. D'autres font la politique, comme disent nos frères, politique. C'est-à-dire, il est capable de vous tromper, de faire le zigzag comme ça tout le temps. Et entre ces deux conceptions, je ne comprends pas comment on peut penser qu'il y aura un mariage qui tienne. Bon. Est-ce que vous êtes nous dire qu'il n'y a pas de chance de possible? Non, l'unité avec qui et pourquoi? Mais on parle là de l'unité possible des UPC existantes. Vous dites... Oui, parce que vous dites qu'on va créer un mariage avec qui? Mais est-ce que cela traduirait visiblement une résiliation totale, un pessimisme radical? Non, ce n'est pas une question de pessimisme ou pas. C'est une question que, en politique,
si on se met ensemble, c'est qu'on a un objectif commun. D'accord. Et qu'on se met d'accord sur le chemin qu'il faut suivre pour cet objectif. Comment voulez-vous que les fils de Juda se mettent d'accord avec les fils de Oumnové? Comment voulez-vous faire? Si vous avez la solution, vraiment, vous me la donnez. Vous faites tout finalement ce que je dis. Vous confirmez donc que l'unité est difficile, voire impossible. Mais j'ajoute ceci. D'accord. Quand nous sommes rentrés en 91, Dika avait déjà monté son coup avec Kodok. Des réunions se tenaient à son château. Nos camarades sont allés à ces réunions. Kondi Albert, Abandala, etc. Ils sont allés à ces réunions, qui étaient des réunions unitaires. Nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, le groupe que, en principe, animait Tchumba, lui aussi il est décédé depuis Tchumba, a voulu nous prendre, n'est-ce pas? Le groupe de Tchumba était d'un côté contre Dika et Kodok, etc. Bon. Alors, il y avait d'ailleurs à l'époque déjà ce qu'on appelait la CNRU, Commission Nationale de Réconciliation des UPCistes. Voilà, nos camarades participaient à ça, Lucas Basile et d'autres, et tous les principaux chefs qui étaient là. Bon, nous sommes rentrés, on a commencé à discuter sur les questions du rassemblement des UPCistes. Et toutes ces discussions ont amené à un certain nombre de prises de position. Tchumba nous a invités chez lui. Je suis allé avec Michel Ndo, qui était notre secrétaire général par intérim après la démission de Massaga. Et Tchumba nous a purement et simplement demandé qu'on en fasse le président. Il avait toute une liste déjà, il avait élaboré un bureau du comité directeur. On lui a dit, camarade Tchumba, la direction de l'UPC, ça ne peut pas se faire comme ça, se fabriquer dans une chambre ou dans un appartement. Nous, notre point de vue, c'est que il faut premièrement qu'on fasse un certain bilan de tout ce que les uns et les autres ont fait depuis 1955, c'est-à-dire depuis que le parti est clandestin. Parce qu'il faut qu'on puisse convaincre le peuple que ce que nous disons est crédible. Donc on lui dira, voilà ce que les uns et les autres ont fait, voilà ce sur quoi nous sommes maintenant tombés d'accord, et c'est ça qu'on va faire. Et après, il y aura donc élection d'une direction. Mais ça ne peut se faire que dans un congrès de l'UPC. Alors, il faut qu'on réunisse une conférence de réconciliation des UPCistes. C'est là qu'on va laver ce linge sale. Mais il faut qu'on le lave. Parce qu'il faut qu'on se présente au peuple avec des idées claires et unanimes. Bon, Tchumba a essayé de nous convaincre du contraire. On a passé des heures et des heures chez lui, à tel point que les camarades qui s'occupaient de notre sécurité commençaient à s'inquiéter. Bon, finalement, on est sorti de là. Mais, au cours d'une autre réunion, on s'est mis d'accord au moins sur une chose. Il fallait qu'il y ait une conférence de réconciliation des UPCistes. Bon, ils nous ont proposé que cette conférence se tienne chez Maï Matip. Chez Maï Matip, compte tenu de ce qu'on savait, vraiment, il fallait vouloir l'unité pour aller chez Maï Matip. D'ailleurs, j'ai au moins un camarade qui a refusé catégoriquement que lui, il ne peut pas aller chez Maï Matip. Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une raison? Mais Maï est tenu pour responsable de l'assassinat de Oum. Il a toujours nié, hein, c'est pour ça que je pose la question. Oui, il a nié, mais... Parce qu'on lui donne plus d'éléments pour attester une telle thèse. Attends alors. Donc, on a quand même accepté parce qu'on voulait l'unité. Il y avait environ 1500 représentants des comités de base dans tout le pays à la conférence. On avait prévu que chaque sensibilité ferait le compte rendu de ce qu'elle a fait depuis 1955. Il n'y a que Michel Ndo, en notre nom, qui a présenté un rapport. Les autres, ça ne les intéressait pas. Ça ne les intéressait, parce que Maï aurait expliqué quoi? Qu'il a été à l'UNC, etc. Il ne pouvait pas. Bon. Donc, cette conférence a désigné un comité préparatoire de congrès unitaire. A décidé que le congrès se tiendrait à Bafoussam en hommage à Wandi. Et que ça serait en décembre. Et a mis sur pied un comité de 92 membres qui devait préparer le congrès, où il y avait toutes les sensibilités, avec une coordination dedans de 16 membres, où il y avait les principaux responsables. Bon, on a commencé à préparer le congrès, le CNP, ce comité préparatoire,
se réunissaient à Yaoundé, un peu partout. Une fois d'ailleurs, on s'est réunis à Bana. Bon. Alors, nous avons décidé de mettre sur pied des commissions, comme pour toute préparation de ce genre. Il y avait une commission sur l'histoire de l'UPC, et en particulier la mort du secrétaire général. Là-dedans, il y avait Maïma Tip, qui avait demandé à être dedans. Il y avait Martin Ebele-Tobo, qui n'avait pas sa langue dans la poche, il ne l'a jamais eu, qui était dedans, et qui nous représentait, nous, en quelque sorte. Quand on est arrivé à Yaoundé et que le problème s'est posé, donc, comment est-ce que la commission sur l'assassinat du secrétaire général va travailler? Il y a quelqu'un qui s'est levé. Et il a dit, d'abord, je ne suis pas d'accord pour que Mbombo Maï préside cette commission. Parce que s'il la préside, même si elle conclut qu'il est blanc dans cette affaire, on dira c'est parce que c'est lui qui était président. Mais il m'a s'est levé, il a dit, je pardonne à tous ceux qui m'ont accusé, etc., etc. Et la commission n'a plus jamais rien fait. On n'a pas eu le nom de la personne qui s'est levée pour contester la présidence par Maïma Tip de cette commission. Est-ce qu'on peut la voir? C'était Fouchou André, le camarade Fouchou André. Il est décédé depuis. D'accord. Mais il y a aussi Soman Etienne qui avait pris la parole pour dire les gens accusent Mbombo pour rien. Bon, tout le monde se regardait et souriait. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est votre conviction personnelle sur le décès du secrétaire général de l'UPC, M. Oumiobe? C'est qu'il a été trahi. Il a été trahi. Et ce qui est sûr... Et le rapport à la trahison à Maïma Tip. Relativement à Maïma Tip, justement, mais il y a un organisme de recherche qui a beaucoup enquêté sur cette histoire. Et certaines des conclusions, c'est que dans le maquis où il était, avec comme bras droit Yembak, qui était Yembak Pierre, il s'appelait, et qui a été abattu sur place, pratiquement aussi, comme lui. Il y avait une situation à partir de 1957 qui s'est détériorée. Cet organisme de recherche assure que Maï était en prison à Noubel. Il y avait plein d'UPCistes dans la prison. Il y a par exemple Massongo Barnabé, si vous pouvez le voir, il est toujours vivant. Bon. Et chaque soir, Doustin, qui était le représentant du haut-commissaire à Douala, et qui après a terminé comme un des chefs des services secrets français, il venait sortir Maïma Tip. Oui, il le ramenait à l'aube. Bon, quand les UPC se sont rendus compte de ça, ils ont dit qu'ils allaient lui faire sa fête. Et quand les Français ont appris ça, on l'a exfiltré de la prison de Noubel pour l'envoyer à Mokolo. Après 6 mois à Mokolo, le voilà qui revient sur Douala. Et dès qu'il revient, il dit, moi je vais être au Grand Maquis. C'est-à-dire là où se trouve Oumiobe. Alors tous les collaborateurs, tous étaient contre le fait que Maïma Tip vienne là-bas. Alors c'est Oum lui-même, usant de son autorité, qui a dit non, laissez, on a besoin de cadres ici, etc., etc. Dès que Maï est arrivé au Grand Maquis, les problèmes ont commencé. Des agents de liaison qui disparaissent, etc., etc. Alors, quand le groupe est attaqué par l'armée coloniale, 5 ou 10 minutes avant, Maï dit qu'il veut aller faire caca. Or, il savait parce que là où il était au Grand Maquis, là, il avait un talkie-walkie. Un des agents de liaison qui était très jeune à l'époque, Yembel Antoine de Badou, l'a surpris un jour en dehors du groupe avec cet appareil. Et Maï l'a menacé et lui a dit, si tu ouvres ta bouche, tu es mort. Donc pendant tout ce temps, Yembel n'a jamais dit à personne. Enfin, il y a quelques années, j'allais dire récemment, qu'il a donc fait ces déclarations comme des espèces de regrets, où il a dit, je l'avais vu avec un appareil enregistreur. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était le talkie-walkie au Cameroun. Et puis Yembel était très jeune, il doit avoir 23 ans, quelque chose comme ça. Il n'a rien dit à personne. Donc quand l'armée avait
les soldats coloniaux encerclent le groupe. 10 minutes avant, Maï s'est détaché. Du fait que Maï a eu son envie de caca là, 10 minutes avant l'attaque, c'est déjà louche. Mais d'une manière plus large, le secrétaire général a été abandonné de plusieurs des siens. Parce qu'une des personnes qui savait comment aller sur le Grand Maquis, Oungos, le matin même, quelqu'un lui a dit la chasse, les pièges, parce qu'il disait qu'il va voir ses pièges et tout ça. On dit les pièges apparemment vont rapporter gros cette fois-ci. Il dit oui, c'est un véritable éléphant que je capte. Bon, en langage symbolique, ça peut signifier ce que ça signifie. Mais même le clan familial du camarade l'avait abandonné. Il y a eu une réunion à Ezeka, quelque temps avant, où les gens ont dit toute la famille et même toute la tribu ne va pas être sacrifiée parce qu'il y a un type entêté qui ne veut rien entendre. Donc, pratiquement, il était abandonné. Je ne vois pas un autre mot. C'est ça. Quant à la bourgeoisie montante, le Sénégal maritime et tout cela, ils étaient très contents que cet énergumène disparaisse de leur chemin pour pouvoir aller de l'avant. C'est la même chose qui se répétera avec Wandji, parce qu'en 1971, je pense que la bourgeoisie de l'Ouest était assez forte au sein du système pour dire celui-là, il ne faut pas y toucher. Ils n'ont rien fait. Bon. Donc, on voit très bien que le rôle de M. Maï dans cette affaire, pour le moins, suscite des interrogations. C'est le moins qu'on puisse dire. À la conférence de réconciliation, là, Ntoumaza envoie un message où il dit « Je suis d'accord avec tout ce que la conférence... » Depuis Londres, il est toujours à Londres. Tout ce que la conférence décidera, je suis d'accord. Et il rentre au Cameroun le 4 décembre. Le congrès est prévu pour le 21. Quand Ntoumaza rentre, les comportements se mettent à changer complètement. Les gens d'abord proposent un autre lieu pour le congrès. On parle de Edea, Limbe, Douala, gna. On dit mais comment? C'est la conférence, la base était présente, plus de 1500 personnes. Et sur ces 1500 personnes, d'ailleurs, les listes de présence qu'on avait élaborées, elles ont été refilées au Sénat rapidement. Bon, bref, donc nous disons, le congrès a été prévu pour se tenir à Bafoussam. C'est ce que la base a décidé. Et tous, nous savons qu'à l'UPC, la base est la boussole. Pourquoi vous voulez changer de lieu maintenant? En réalité, ils ne voulaient pas qu'il y ait un congrès unitaire. Ils ne voulaient plus. Et nos informations, c'est que le pouvoir leur avait dit, bientôt il y aura des élections. Si vous êtes toujours avec les radicaux là, vous n'aurez rien. Il faut splitter et vous débarrasser d'eux. Et donc, nous maintenons le congrès à Bafoussam et eux, ils font maintenant le congrès en Konsamba. C'est un autre. Alors, le congrès qu'on doit faire à Bafoussam, on avait retenu les salles et tout. Quand on arrive à Bafoussam le 18 au soir, j'étais avec Michel Ndo, on nous dit que le préfet dit qu'il n'y a pas de congrès. Toutes les salles qu'on avait louées, c'est zéro. Il n'y a plus de salles. Ah bon? Bon, c'est là qu'un de nos camarades, un gars très très sérieux, Nkwechi Jean Bosco, de Bamungum, il dit puisque c'est comme ça, on va faire ça dans ma concession à Bamungum. Ça ne serait pas une salle privatisée, mais au moins on aura de la place. Et donc on est allé faire le congrès chez lui du 21 au 23, en plein air, avec le froid de l'Ouest, la nuit surtout, non-stop. Nous avons tenu le congrès à Bamungum et ils ont tenu le leur en Konsamba avec le préfet et tout et tout. Oui, le préfet était venu à leur congrès, à Baré-Soumtou. Bon. Et c'est à ce congrès donc que Dika a été évincé. Et on a mis Ntoumaza président. Manifestement, c'était un travail de certains groupes comme Tchumba, etc., qui pensaient que Ntoumaza ne connaissant rien du pays depuis 30 ans.
si c'est lui le président, c'est eux qui vont diriger, comme on dit, par derrière. Tandis que Dikan était moi-même maniable, de leur propre point de vue. Et Kodok a été désigné par acclamation sans élection, secrétaire général. Voilà. Donc, le travail pour l'unité, nous pensons que nous l'avons constamment mené. Alors, après ces deux congrès, donc, il y a maintenant deux UPC, celle du gouvernement et celle qui s'est réunie à Bamungum, dont Michel était le président. Et c'est Christu qui avait été élu secrétaire général à Bamungum. 4 mois après, il a démissionné. Et c'est après ça qu'on m'a désigné secrétaire général. Donc, nous avons continué à rechercher l'unité. On avait même mis sur pied une commission pour l'unité. Et nous avons dit, nous n'entrerons pas dans la maison de Kodok. En attendant que Kodok revienne sur des positions UPC, s'il peut, nous allons nous démarquer de lui en prenant une autre dénomination, UPC Manidem, Manifeste démocratique, bon, qui avait été créé en 1974, lancé en 1974, etc. Manidem, là, c'est pas... Manidem de Danicet et Kane. Oui, ils ont repris ce nom parce que Manidem, ce nom devenait très populaire, donc ils l'ont pris. Mais Manidem, au départ, c'est Manifeste national pour l'instauration de la démocratie. Donc ils ont été très astucieux en mettant mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, de manière à garder le même cycle. Alors, on a mis sur pied une commission comme ça, où il y avait Ndiassep, justement, et Ateba Yene, qui était un des vice-présidents. L'historien. Ateba Yene. Non, pas le jeune. Ateba Yene, l'historien. Voilà. Oui. L'historien de Vormbi. Oui, c'est ça. Oui, il était avec nous à Bamungum à notre congrès. Il avait été dépositaire du fameux terme zéro vivant, après 0 mort. Voilà. Bon, on a mis sur pied une commission spécialement destinée à travailler pour l'unité. Alors ça a été plus ou moins difficile parce que des débats ont commencé à surgir à notre propre sein. Andjé Tchunga, en tant que Minat, disait: si vous abandonnez UPC, moi je vous laisse fonctionner. Mais tant que vous gardez UPC dans votre machine, alors que ça appartient à Kodok, je ne vous laisse pas fonctionner. Et il a instruit tous les préfets et sous-préfets qu'on n'utilise aucune de nos réunions, etc. Alors ça posait des problèmes, parce que si on ne pouvait pas se présenter aux élections, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas tenir des meetings, etc., etc. Même certains de nos propres camarades se décourageaient. En fait, c'était ça l'objectif. D'accord. Donc, nous avons abouti, ça a abouti plus exactement au split de 95. C'était en 95 ou en 94? Le congrès En essai, non, en essai. 95. En 95, en essai, il est allé voir Andjé Tchunga et dit: moi je change de nom, j'accepte de changer de nom. Et quel nom vous voulez? C'est Manidem, tout court. Et quel est votre logo? Je ne sais pas quoi. Il a dit la clé. Et c'est comme ça que le Manidem actuel est donc né. Or, la majorité était contre le changement de nom. La majorité. Alors, au congrès du UPC Manidem en 95, moi j'ai posé explicitement la question. Vous savez que si vous refusez de changer de nom, vous serez interdit des élections. Les gens ont dit: on s'en fout, on ne change pas de nom. Le problème, c'est que, pour que vos auditeurs comprennent un peu, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui a tué ton père. Il a tué et enterré. Et maintenant, il te demande de changer même le nom que ton père t'a donné. Et toi, tu acceptes. C'est pas évident. Donc nous avons dit que nous ne changerions pas de nom. Bon. Et en tout cas, ce n'est pas à sa demande. Même si un jour ça doit arriver, je ne sais pas, ce n'est pas parce que le gouvernement le veut. Bon. Donc nous avons donc décidé d'introduire, comment on appelle ça, le dossier de l'UPC Manidem pour acceptation par le MINAC. Ils sont restés 3 mois sans répondre. La loi dit qu'au bout de 3 mois, s'ils ne répondent pas, le parti est légal. Le lendemain du 3e mois clos, les camarades ont publié un communiqué en disant: l'UPC Manidem est légal, conformément à la loi du RDPC.
C'est là que Kungu Edima s'est réveillé. Il dit, quoi, qu'est-ce que vous racontez? On vous avait répondu, on a dit non. D'ailleurs, voici la lettre qui vous avait été envoyée. Il bricole une lettre là, un faux. Comme il n'y a pas de crime parfait, il oublie de mettre la date. Donc on ne pouvait pas savoir quand est-ce que cette lettre a été envoyée, si c'est dans les délais légaux ou pas. Quand on s'est rendu compte de ça, bon, le camarade Michel a dit, faisons quand même comme si c'est normal et introduisons un recours à la Cour suprême, comme c'est prévu par la loi aussi. En cas de refus, vous avez droit à un recours. On a introduit un recours. 92. La Cour suprême nous a donné raison. Il dit ce parti est légal conformément à la loi. C'était un certain magistrat là, Ebonga Nyampe, qui a dit ils ont raison. Donc nous étions dans notre droit. Et alors le pouvoir pousse Kodok. Il dit mais ne laisse pas cette affaire. Parce que après tout c'est ton parti. Donc introduit un appel également devant la Cour suprême. Donc Kodok introduit un appel contre Michel Ndo et consorts et contre l'État du Cameroun qui veut s'emparer de mon parti pour... Voilà, il introduit ça. Début 93. En décembre 93, la Cour suprême confirme le premier arrêt. Que non, ces gars-là ont raison. Et alors là, André Tchungu dit, bon, puisque c'est comme ça, on va voir désormais qui légalise les partis au Cameroun, si c'est la Cour suprême ou le MINAC. Et c'est là qu'il pose ces conditions, ou vous abandonnez UPC, et je vous laisse fonctionner, ou vous vous entêtez, et ce sera toujours comme ça. Alors, après le congrès de 95 de l'UPC Manidem, les élections ont lieu en janvier 96. Il y a des élections législatives. Et Kodok prend une raclée monumentale. Pratiquement personne n'était élu. Alors là, je crois que les députés kodokistes se rendent compte que si c'est comme ça, la prochaine fois... Non, je crois que c'était les élections municipales. Et ils se sont rendus compte que si ça continue, aux législatives, ils n'auront pas un nouveau mandat. Et c'est là que 11 des 18 députés ont splitté. Oui, Toko Mangan, Mandenga Ambroise, il y a un certain nombre d'autres là. Ils ont dit, ça ne peut pas marcher. Il nous faut faire l'unité de l'UPC. Donc nous avons accepté cette idée de l'unité de l'UPC, mais pas aligné sur la politique de Kodok. Et ça a conduit donc au congrès unitaire en 96, en septembre, à Yaoundé, au Palais de où il y avait plus de 10 000 UPCistes présents. C'est ce congrès donc qui a élu Ntoumaza, président, et Michel Ndo, secrétaire général. La clé du Manidem, c'est notre propriété à tous. Lorsque Kodok faisait ce simagré-là, et le MINAD, on a fait une réunion du comité directeur de l'UPC Manidem, à notre siège à Akwa à l'époque, et on a cherché comment aller aux élections. On a dit, on va sous le sigle UPC Manidem. Bon, mais même si on va sous un autre sigle, il nous faut un logo différent du CRAB, parce que Kodok va dire que le CRAB c'est à lui. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi et qu'on a imaginé la clé. Que va plus tard récupérer Anissé et Canet, c'est ça? Oui, justement. C'était vraiment le brainstorming de tous les membres du comité directeur là. Et quelqu'un a lancé l'idée de la clé. Aujourd'hui. Alors on a demandé la clé, comment on va expliquer ça au peuple, alors que le CRAB est déjà connu. Et je me souviens, quelqu'un a dit, c'est la clé qui ouvre les portes des mairies, n'est-ce pas, aux candidats populaires. Et puis tout le monde a applaudi. C'est comme ça qu'on a adopté la clé. C'était pour nous un moyen de contourner à nouveau les pièges du gouvernement. Alors quand Anissé est allé faire légaliser son Manidem tout seul, en abandonnant l'UPC, on lui a demandé le logo, il a dit la clé. Et vous n'avez rien fait, vous aurez pu être tenté pour ça quand même. On avait vraiment des chars plus importants à fouetter que de dire ça. C'est quand même un symbole. Oui, mais tu sais très bien de quoi ça retourne. Si on avait dit on porte plainte, est-ce qu'on aurait gagné un tel procès? Lorsqu'on suit un peu le cheminement de toutes les actions menées contre l'organisation, la question qu'on est un peu à se poser, c'est d'où vient justement la notion d'unité? Est-ce que l'unité est une notion qui naît à l'intérieur du parti, ou bien on a comme l'impression que l'unité c'est encore un ballon d'essai jeté
par le camp d'en face pour essayer de continuer à créer la division au sein de la famille UPC. C'est possible que ce soit un ballon d'essai. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que les gens, voyant que ils sont babarrés un peu partout, ils mordaient à l'hameçon. Je me souviens à un moment, à notre propre sein, les gens finissaient par dire c'est parce que les dirigeants s'accrochent à leur poste qu'on ne fait pas l'unité. Alors, le fameux congrès unitaire de Yaoundé en 1996, quand on est arrivé à Yaoundé, alors que tout avait été fait, préparé et surtout, on arrive à Yaoundé le 11 au soir. Ntoumasa et son groupe nous disent le MINET a dit que s'il y a un seul de l'UPC Manedem, le congrès ne sera pas reconnu. Ah bon? Je me souviens, j'ai demandé à Omar Beto, donc vous voulez faire le congrès unitaire sans nous? Est-ce que ce sera encore un congrès unitaire? Il dit, it is pitiful, but it's the reality. Parce que c'était un anglophone, enfin, il était de l'autre côté depuis. Bon, alors on leur a dit, ok, on va donc se réunir le soir et vous allez nous dire ça clairement. On a fait une réunion en fin d'après-midi. Ils ont recommencé ça. Mais il y en a un certain nombre qui ont vu que cette affaire-là, ça risquait d'être caillou. Et c'est Biteki qui avait dit le MINET ne connaît tout au plus les dirigeants de l'UPC Maritime. Il ne connaît pas les militants. Donc, pour calmer le MINET, il suffit que les dirigeants de l'UPC Maritime démissionnent de l'UPC Maritime. Et comme ça, le congrès va se tenir, même avec les militants de base. Bon, on leur a dit, bon, si c'est comme ça, on suspend la séance, nous allons consulter nos camarades de base. On a fait une réunion avec nos propres camarades, qui étaient à peu près 500 délégués. Bon, on leur a posé le problème clairement, et on leur a dit, à notre avis, pour le bien de l'unité, il faut qu'on fasse comme ça. Ndo, Moukoko, Makit, Luka Basile et tout ça vont démissionner de la direction de l'UPC Maritime. Ah, les gens ont dit, c'est pas vrai, jamais on acceptera ça. Mais, alors, je leur ai dit, c'est vous qui disiez que c'est parce que nous nous accrochons au poste qu'il n'y a pas d'unité. Maintenant, on démissionne, vous prenez encore le contraire. Les gens m'ont regardé de travers en disant, toi là, tu es vraiment le diable en personne. Bon, finalement, ça a été adopté qu'on démissionne de l'UPC Manedem. Parce que les gens en face exigeaient même qu'on dissolve l'UPC Manedem avant le congrès. Voilà. Et ça, on avait dit, c'est après le congrès qu'on envisagera ce problème. Donc nous sommes retournés le soir avec l'Ntoumasa et les autres. Ils m'ont dit, bon, notre base est d'accord, on démissionne. On a signé les démissions séance tenante. Et c'est, comment on l'appelait, le gars de Yabassi là. Massoua II Bernard. C'est Massoua II Bernard qui a dit, je porte séance tenante les démissions au MINAT. Pour montrer que, je t'assure, le soir même, on a passé cette démission à la télé. Ça prouve que ça les intéressait au plus haut point, qu'on s'acquitte de savoir que l'UPC Manedem n'existe plus. Puisque comme l'a dit Ntoumasa, quand tu coupes la tête d'un serpent, le serpent est mort. Voilà comment il voyait la chose. On a dit bon, ok. Et après, donc, le congrès s'est ouvert comme prévu le 13 septembre, en hommage à Oum. Et à l'issue du congrès, donc Ntoumasa est élu président, mais le secrétaire général c'est Ndo, le trésorier général c'est Makit, le secrétaire à l'organisation c'est moi, le secrétaire à la formation c'est Luka, le secrétaire au syndicat c'est Masongo, etc. Le lendemain, je me souviens très bien, des journaux ont titré « L'UPC Manedem revient en force ». Le secrétariat, effectivement, parce que la base savait quand même ce qui se passe. Voilà. Quand ils ont vu ça, ils ont commencé à mijoter à nouveau des nouveaux plans, comment saboter tout ça, parce que c'est des décisions qui ne nous intéressent pas. Tout comme Ongan, par exemple, qui était ministre de la Culture, en tant que tel, il dirigeait le palais des congrès. Quand les élections ont eu lieu, on a élu Ntoumasa, on a élu Ndo, on a élu le vice-président, Madame Billon, Ngobillon, Pauline ou Thérèse, je ne sais pas. Pauline Billon. Non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même que celle qui est sur Cameroun, Nyanya. Parce que Madame Billon, elle était là depuis. Et on a élu deux vice-présidents, comme prévoyaient les statuts. Le premier vice-président, c'était
Bobo Ayatou, un avocat qui était à Garoua et qui avait été à la section de France clandestine. Elle faisait tout de droit ici. Et puis Madame Billon, Ngapet Billon, voilà, c'était la veuve de Ngapet. C'était les deux vice-présidents. Donc comme Ngana a dit, puisque c'est comme ça, c'est-à-dire puisque je ne suis pas vice-président, le congrès est fini. Éteignez les lumières. Il donne l'ordre aux appareils. Mais je vous assure, il y a des choses qui sont passées. On éteint les lumières. Et il a fallu qu'on aille chercher tout le monde ça. J'étais avec des Yves. En pleine nuit, on était allé chercher tout le monde à l'hôtel, il dormait déjà. On est des camarades, c'est grave. Tout comme on a dit que le congrès est fini parce qu'il n'a pas été vice-président. Vous êtes aussi mathématicien comme un grand UP6 de votre parti, M. Robelin. Est-ce que vous aurez un mot à dire à propos? Mais... C'est quand même votre camarade de parti. Oui, bon. La dernière fois que je l'ai vu, c'était aux obsèques de Mato Mounier. Nous sommes allés enterrer Mato Mounier dans son village, en pays Boulou. Il était venu aussi. Elle a été, Marthe Moumi, hein, pour l'histoire, qui avait été assassinée après avoir été violée chez elle. Donc, il y avait, je dirais presque tout le monde, parce que il était là, à la tête d'une délégation, avec, je crois, le docteur Sende, Massaka était là, et puis il y avait nous qui étions là. Bon, moi je vais... On m'a demandé où étaient les maths. Je lui ai dit non, j'ai laissé les maths à Malin Gain. Hein? Malin Gain, ça veut dire le maître supérieur, comme on l'appelle, parmi les ça. Bon, voilà. Oui, mais... On s'était rencontrés plusieurs années avant, quand il faisait sa thèse à Bordeaux, mais il recevait les conseils de Laurent Schwartz, et moi j'étais élève de Laurent Schwartz à cette époque. C'est l'année où j'ai passé mon DEA. Alors, le Schwartz tenait un séminaire tous les mercredis après-midi, et ce jour-là, à un moment, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Je suis sorti, et sur les couloirs, je tombe sur lui. Bon. Ah, vraiment, vraiment. Toi aussi, tu fais des maths? J'ai dit oui. Parce que OBE, c'est la promotion 2 ans avant nous, au lycée. Ils sont en terminale quand nous sommes en seconde. Avec lui, il est avec les TECAM Jean-Michel, c'est leur promotion, ça. Bon, nous, on était en seconde. Donc, quand nous, on passe le bac, ils sont déjà partis. Et... alors, on parle de choses et d'autres. Je dis oui, j'ai fait des maths, je travaille avec Schwartz, etc., etc. Puis après, donc, j'ose poser la question, et le parti, c'est comment? Parce qu'à ce moment, je commençais déjà à graviter un peu ici autour du parti, mais comme il était clandestin, c'était vraiment verrouillé. Hein. Tu ne savais pas qui était dedans, qui n'était pas dedans. Vous parlez de l'UPC comme parti clandestin? Oui, je parle de l'auditeur. Alors, quand je lui demande, et le parti, il me dit, ah, ces choses-là, il faut faire attention. Ça peut nuire à la carrière scientifique de quelqu'un. Vous avez parlé tout à l'heure du flambeau qui n'a pas été transmis peut-être correctement aux jeunes. Donc, je voulais savoir si vous aviez un message à passer aux jeunes Camerounais. Ben, si je veux dire quelque chose aux jeunes Camerounais, c'est que il ne faut pas qu'ils soient spectateurs de ce qui se passe au Cameroun, et même en Afrique en général. Nous étions, j'ai dit tout à l'heure, on était en seconde, octobre 69, en première, à l'internat au lycée, quand Moumié, et puis après, peu de temps après, Lumumba a été assassiné. Je me souviens, un de mes meilleurs amis à l'époque, nous étions allés écouter la radio parce qu'on avait annoncé que Lumumba était en train de passer en Zambie, où il y avait le mouvement nationaliste de Kenneth Kaunda. Donc on se disait, s'il réussit à franchir la frontière zambienne, il est sauvé. On est allé écouter la Radio Brazzaville, à l'époque, aux mains des Français. D'ailleurs, ça s'appelait Radio Brazzaville, Poste national français. À 18h, ils annoncent, une dépêche en provenance de Léopoldville annonce la mort de Patrice Lumumba. Ils sont partis, on n'a plus rien écouté d'autre. Je crois qu'on est resté 2 jours sans manger. Bon. Alors, chacun a son histoire, n'est-ce pas, selon le moment où il arrive. Tout le monde n'est pas obligé de refaire ce que les autres ont fait avant. Mais je crois que vraiment, ce n'est pas bon que les gens restent en spectateur. Et se disent que c'est à d'autres de faire ça.
C'est à d'autres. Nous étions étudiants en militaire. Et je me souviens, quand le camarade Wandi a été assassiné, au comité d'exécutif de l'UNEC, on a fait une réunion. Et j'avais dit aux camarades, bon, voilà, avec Wandi, c'est le dernier de nos pères politiques qui vient d'être tué. Si nous, on ne fait rien, c'est-à-dire notre génération-là, le risque est grand que l'UPC disparaisse. Les histoires de flambeaux dans le cœur de chacun, moi, je ne crois pas beaucoup. Donc, nous sommes placés là devant, au pied du mur. Chacun doit faire ses choix. Ce n'est pas ici comme on décide ça, puisque ici nous sommes à l'UNEC, à la direction de l'UNEC, mais chacun va réfléchir et puis faire ses choix. C'est comme ça. Je crois que moi, modestement, je lance un appel à la jeunesse pour qu'ils s'implique dans ce qui se passe. Vraiment que la jeunesse s'implique. Il faut qu'elle s'implique, elle fasse des choix. En clandestinité, on avait fixé la majorité civile à 16 ans. Je me souviens, il y a eu un débat monstre. 18 ans, c'était évident pour tout le monde. Et après, je crois que c'est Massaga le premier qui a dit il faut fixer ça à 16 ans. Parce qu'à 16 ans chez nous, dans les villages, les gens se marient même. Donc, voilà. Ça veut dire qu'à 16 ans, les gens sont déjà capables, n'est-ce pas, de prendre des décisions. Il ne faut pas dire qu'on est trop jeune pour décider, on est ceci ou cela. Et je crois que c'est ce que je peux leur demander. À la limite, qu'ils choisissent le parti qu'ils veulent, mais qu'ils militent. Oui, ils choisissent, je ne vais pas leur dire venez à l'UPC, etc., etc. Beaucoup ne viendront pas. Mais qu'ils choisissent le parti qu'ils veulent et qu'ils militent. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Parce que comme disait quelqu'un, si tu ne fais pas la politique va te faire. C'est certain ça. Voilà. Je pose la question de Mouméa au Canada. C'est un ancien du ministère de l'Éducation nationale du Cameroun qui veut savoir aujourd'hui, vous en tant qu'ancien formateur d'élèves en classe de terminale C, des anciens étudiants des universités camerounaises en mathématiques, il veut savoir qu'est-ce que vous pensez du classement de nos écoles, y compris dans la filière mathématique aujourd'hui dans le monde. Comment vous comparez aujourd'hui par rapport aux autres? C'est la question de Mouméa qui est aujourd'hui au Canada. Écoutez, je pense que, très honnêtement, ça ressemble à un sabotage, ce qui se fait. Vous allez dans... Bon, récemment, il y a eu un classement des 100 premières universités africaines. Il y avait aucune Camerounaise dedans. Après, il y a eu un classement de Shanghai, je crois, de 5000 meilleures universités dans le monde. Je crois que l'Université catholique d'Afrique centrale et Yaoundé se trouvait entre 4800 et 5000. C'est-à-dire en queue de peloton, complètement. Si vous regardez tranquillement nos universités, vous voyez les bibliothèques. Et s'il existe des bibliothèques, même à Yaoundé 1, qui se targue d'être la mère des universités, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'il y a comme un travail de sabotage qui est fait. Et bon, peut-être que certaines universités privées ne veulent pas faire de publicité à qui que ce soit. Peut-être vont essayer de faire remonter la pente. Mais ça ne va pas. La formation, elle est vraiment approximative. Il faudrait que... Quelque chose qui me frappe d'ailleurs, c'est que les contenus qui sont enseignés dépendent beaucoup plus de ce que les enseignants ont fait. Et non pas des besoins des apprenants. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre au Cameroun avec une thèse de doctorat sur le comportement de l'eau dans un verre, il y aura une unité d'enseignement comportement de l'eau dans un verre. Même si ça n'a rien à voir avec ce que le Cameroun pense devoir faire pour la formation de ces jeunes. Bon, donc, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors c'est dans cet esprit que par exemple à l'Ouest, j'ai initié le forum de géométrie justement dont je parlais tout à l'heure. C'est un espace d'échange visant à améliorer la formation et les capacités des enseignants du secondaire.
puisque la faculté où je travaille, c'est la faculté des sciences de l'éducation. Et on forme des enseignants du secondaire qui entrent avec le bac et sortent avec une licence. Bon. Ce forum se réunit chaque année, comme je l'ai dit. Quand vous dites à l'Ouest, c'est notamment à l'université de Tchang? Non, à l'université évangélique du Cameroun. C'est l'université de l'église évangélique. Il y a des enseignants de Tchang qui enseignent chez nous aussi, comme ceux de l'école normale supérieure de Yaoundé. Bon. Alors, moi, je suis permanent là-bas, je ne suis pas dans les universités d'État. Et donc, ce forum vise à faire en sorte que l'enseignement des mathématiques soit amélioré, et notamment l'enseignement de la géométrie. Beaucoup d'enseignants de secondaire, ils font comme ça avec la géométrie. En septembre, ils disent on commencera en décembre. En décembre, ils disent oh, c'est Noël bientôt, c'est en janvier. Et finalement, la géométrie n'est pas enseignée comme il faudrait. Or, la géométrie est sans commune mesure avec les autres branches de mathématiques dans l'enseignement secondaire pour apprendre aux enfants à raisonner. Le raisonnement déductif, etc. Bon, actuellement, on est également en train de mener un travail de recherche en didactique des maths dans les classes de 5e et 4e. Initiation au raisonnement déductif en 5e et 4e. Bon, on le fait dans 2 collèges protestants, puisque c'est l'église évangélique. Le collège Elia Legré à Banjoun et le collège évangélique de Bafoussam. Bon, ça fait... C'est des prototypes, pourquoi seulement? Oui, on prend des échantillons. On ne peut pas faire ça avec... Mais des prototypes qui ont vocation à se répandre dans tous les établissements d'enseignement secondaire. Chaque année, mais tous les établissements, je ne sais pas, parce que l'État a ses propres comment on dit ça? Prérogatives et tout. Il est vrai que l'État a toutes les prérogatives. Bon. Mais là, on aspire à améliorer au moins l'enseignement des mathématiques dans les collèges de l'Église, puisque c'est elle qui finance. Bien sûr. D'accord. Voilà. Merci. Bon, voilà, je crois que nos téléspectateurs et nos auditeurs ont eu quand même pas forcément la quintessence, parce qu'il faut tout un monde pour essayer de parler de l'UPC qui est quand même le premier parti du Cameroun, celui qui a lutté pour son indépendance. Et le deuxième dans toute l'Afrique, après l'ANC. Voilà, le deuxième, comme le précise le professeur Bokoko Priso. Et donc, justement, que dire de plus? Simplement merci d'avoir accepté notre invitation. Et je crois que les Camerounais ont beaucoup appris aujourd'hui en vous écoutant, et nous aussi d'ailleurs. Et on espère que, comme vous avez répondu tout à l'heure à Charlotte, n'est-ce pas, que la jeunesse va essayer de s'impliquer beaucoup plus en politique, pas forcément à l'UPC comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, je ne peux pas, sur vos antennes, dire venez à l'UPC, c'est pas pour ça que je suis venu. Voilà, donc justement. Mais évidemment, chacun comprend que si la jeunesse doit s'impliquer, il vaut mieux qu'elle s'implique dans le parti qui incarne le mieux les aspirations nationales de notre peuple. C'est vrai quand même que dans toutes les familles camerounaises, hein, quelles qu'elles soient du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a au moins un de ses membres qui a été dans l'UPC. Tout le monde le sait d'ailleurs, et par conséquent, effectivement, on va conclure sur ces beaux mots-là, vos beaux mots, et dire merci à nos téléspectateurs, merci de votre fidélité sur Diaf TV, et à la prochaine.